Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les principaux titres de ce dimanche. La lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest devant la recrudescence des attaques. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest plaide pour une stratégie de lutte globale impliquant les pays de la sous-région. Dans l'actualité également, la multiplication des appels à la désescalade suite à la montée des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, toujours accusé par le gouvernement congolais de soutenir les rebelles du M23. Le réchauffement climatique fait peser des menaces croissantes sur l'Afrique. L'une des conséquences est une agriculture au défi des sécheresses récurrentes. C'est notamment le cas en Mauritanie. Gros plan à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, ces milliers de Tunisiens descendus dans les rues de la capitale Tunis ce samedi pour protester contre le référendum du 25 juillet. Référendum sur la Constitution voulu par le président de la République Kais Saied. Les réformes prévoient notamment de renforcer les pouvoirs du chef de l'État qui s'est déjà arrogé les pleins pouvoirs depuis près d'un an. Les principaux partis politiques du pays ont réaffirmé leur intention de boycotter ce référendum. Le terrorisme, une situation qui alarme toute l'Afrique de l'Ouest et la communauté internationale en raison des attaques devenues quasi quotidiennes dans plusieurs pays de la sous-région. L'attaque à Seitenga qui a fait au moins 80 morts au Burkina Faso il y a tout juste une semaine est venue souligner l'ampleur de l'insécurité qui gangrène l'Afrique de l'Ouest. La lutte contre la menace est devenue plus que jamais urgente. Alors, quelle réponse de la part des autorités régionales, notamment du côté de la CEDEAO? Élément de réponse dans ce sujet d'Ange Nomenio. En 2017, le nombre d'attaques terroristes tournait autour de 600 en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ce nombre a doublé, voire triplé pour atteindre les 1800. Une situation préoccupante, d'autant plus que certains pays, jusque-là épargnés, ont commencé à subir les effets du terrorisme. La CEDEAO en appelle donc à une réponse sous-régionale et coordonnée pour mettre fin à ce phénomène. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut une approche globale, pas nationale. Vous savez, les terroristes, ils passent d'une frontière à l'autre. Ils ne connaissent pas la frontière, les terroristes. Donc, si vous n'avez pas, à côté des programmes nationaux, une stratégie régionale, ça ne peut pas marcher. Vous voyez les attaques dans la zone des 3 frontières. L'institution sous-régionale a pour sa part mis au point un programme de lutte globale. Ce programme prend en compte la formation des pays en stratégie de lutte, le partage des renseignements et le déploiement de matériel adapté. Notre stratégie régionale donc, qui a été mise en place et qui est en train d'être déployée, met l'accent sur la formation, sur le partage des informations, parce que la lutte contre le terrorisme, elle impose une stratégie de partage des renseignements. C'est une guerre asymétrique. Donc ça, c'est extrêmement important. Et aussi le déploiement de matériel adapté. La région du Sahel est la zone la plus touchée par le phénomène de terrorisme en Afrique. Cette région comprend des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. En 2021, ce sont plus de 9600 personnes qui ont perdu la vie à cause de ce phénomène, selon l'Observatoire international pour l'étude du terrorisme. C'était un vendredi rouge au Sénégal après une manifestation organisée par l'opposition. Des rassemblements de Yewwi Askan-Wi, principal parti d'opposition au régime de l'actuel président Macky Sall. La coalition voulait protester contre l'invalidation de la liste nationale des titulaires de Yewwi Askan-Wi pour les élections législatives du 31 juillet prochain. Mais la manifestation a vite dégénéré en affrontement entre policiers et manifestants. Le bilan est lourd, 3 morts et 11 blessés. Philomène Tine. La manifestation non autorisée de l'opposition sénégalaise initiée par la coalition Yewwi Askan-Wi ce vendredi 17 juin a fait 3 pertes en vie humaine, des personnes blessées et des dégâts matériels à Dakar, la capitale, et dans le sud du pays, suite aux heurts entre manifestants et forces de l'ordre. L'opposition sénégalaise a ainsi passé outre l'interdiction de manifester du préfet de Dakar.
Le contexte prouve à suffisance que l'opposition ne peut pas tenir de manifestations pacifiques. Des menaces ainsi que des insanités ont fusé de partout la veille. On doit travailler à faire respecter les lois et les institutions de ce pays. Mais moi, personnellement, la proposition que j'ai faite, c'est permettre aux partis et coalitions de partis de participer massivement aux élections, ce qui va permettre au pays d'avoir une assemblée quand même plus active. Au moment où le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, et le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, ont été empêchés de sortir de chez eux par les forces de sécurité, d'autres figures politiques se sont fait arrêter. Ousmane Sonko, dans un communiqué, a demandé leur libération immédiate et a sommé la France de ne pas s'immiscer dans les affaires politiques du Sénégal. Le droit de manifester est un droit fondamental et la Constitution l'autorise. Ce qui est aberrant, c'est au Sénégal qu'on trouve une démocratie étranglée où on empêche les citoyens de manifester le droit le plus absolu. On assiste à une tyrannie rampante. On est en train d'harceler les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi et tout ça, c'est uniquement basé sur des questions typiquement politiques. C'est pas normal. L'opposition sénégalaise entendait protester contre l'invalidation d'une liste nationale de candidats pour les législatives du 31 juillet. Pour rappel, le Conseil constitutionnel sénégalais a rejeté la liste sur laquelle figure Ousmane Sonko, le principal opposant au gouvernement, et d'autres personnalités pour les élections législatives prévues le 31 juillet 2022. Alors que s'ouvre ce dimanche une réunion des commandants militaires des forces de défense de la communauté d'Afrique de l'Est sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et sur la crise diplomatique qui oppose ce pays au Rwanda, accusé par le gouvernement congolais de soutenir les rebelles du M23, l'un des groupes armés qui sème le chaos à l'est du pays avec des violences entre le mouvement rebelle et l'armée congolaise qui se sont intensifiées ces dernières semaines, alimentant ainsi la tension entre les deux pays voisins. Face à l'ampleur de la crise, de nombreuses voix s'élèvent pour appeler à la désescalade. Écoutez Yolande Makolo, la porte-parole du gouvernement rwandais. Ce qui s'est passé était un incident. Une enquête a été ouverte par le mécanisme conjoint de vérification et notre ministre des Affaires étrangères s'est déjà entretenu à ce sujet avec son homologue congolais. Les autorités rwandaises sont en contact avec les autorités congolaises. En ce qui concerne la suspension des accords entre les deux pays, c'est une prérogative du gouvernement congolais. Ces partenariats et ces accords bénéficient à nos deux peuples, donc nous espérons qu'un jour ils seront restaurés. Nous poursuivons les discussions avec la partie congolaise dans l'espoir de normaliser les relations. Une force régionale est-africaine est sur le point d'être déployée et en tant que membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, nous sommes prêts à apporter une contribution à toutes les solutions, y compris militaires. Cette année marque les 29 ans de la Constitution des Seychelles, adoptée par référendum le 18 juin 1993, ouvrant alors la voie à une troisième république et à l'introduction d'un système multipartite, un moment historique que les Seychellois ont voulu commémorer ce samedi à l'occasion de la fête de la Constitution. Nathalie Mo. Ce 18 juin 2022, les 115 îles qui forment l'archipel des Seychelles ont célébré la journée de la Constitution, l'une des commémorations les plus importantes du pays. Cette journée marque l'adoption d'une constitution démocratique multipartite. Le 18 juin 1993, un référendum sur un amendement de la Constitution permettant la démocratie multipartite a été adopté avec 73,9% de l'électorat en faveur du changement. Mes amis, ce matin, nous avons encore une fois célébré notre croyance dans la démocratie. Notre constitution reste la fondation pour cette société séchelloise. Nous avons voulu, encore une fois, raffirmer nos croyances dans la liberté de chaque individu, dans la marche vers la prospérité pour le peuple séchellois et bien sûr pour l'harmonie et le respect. Pays de lutte historique pour l'indépendance et la démocratie, les Seychelles marquent la journée de la Constitution du sceau du respect des droits de l'homme, tant des citoyens séchellois que des étrangers que l'archipel accueille. Une empreinte
que le président Ramkalawan s'engage à imprimer dans la gouvernance de son pays. Nous avons voulu, encore une fois, raffirmer nos croyances dans la liberté de chaque individu, dans la marche vers la prospérité pour le peuple séchellois et bien sûr pour l'harmonie et le respect. Donc nous voulons dire au monde que nous croyons dans la démocratie et que le peuple séchellois reste un ami de tous les peuples démocratiques. Aux Seychelles, la fête nationale se distingue de la journée de la Constitution. Depuis 2015, la date du 29 juin 2022 a été décrétée fête nationale de l'État insulaire. L'ancienne colonie britannique a accédé à l'indépendance le 29 juin 1976. Dans la Corne de l'Afrique, au moins 18 millions de personnes font face à un risque de famine en raison de la sécheresse qui s'aggrave dans la région, au Kenya, en Somalie ou encore en Éthiopie. Il s'agit de la pire sécheresse enregistrée dans la région ces 40 dernières années. Le Programme alimentaire mondial alerte sur la situation face à laquelle le PAM est totalement dépassé faute de moyens, ne pouvant dès lors apporter son aide qu'à une partie des victimes. Le Programme alimentaire mondial aurait besoin d'un demi-milliard de dollars pour pouvoir répondre à cette crise. La sécheresse, un fléau qui continue de s'abattre aussi sur le Sahel. La Mauritanie n'est pas épargnée. Les aléas climatiques ont de lourdes conséquences sur les exploitations agricoles, notamment à Guidimanka, au sud du pays, où le mercure grimpe. Les pluies se font attendre, avec au bout l'inquiétude qui monte chez les agriculteurs. Océane Kouassi, Gladys Mwamba. Combattre la sécheresse, un défi considérable pour l'agriculture mauritanienne. Dans l'extrême sud du pays, à Guidimaha, les précipitations se font de plus en plus rares. La région aurait perdu un quart de sa pluviosité en 30 ans, selon les Nations Unies. Une difficulté pour les agriculteurs locaux qui dépendent fortement de l'agriculture pluviale, sans laquelle ils doivent faire face au rétrécissement des superficies agricoles. Les aléas liés au volume de pluviométrie qui provoquent des effets négatifs sur le sol en termes de ravinement, en termes de dégradation, ont fait que donc, suite au rétrécissement de ces superficies, la production s'est vue réduite sensiblement. Pour remédier à la situation, le Fonds international pour le développement de l'agriculture a mis en place un projet local censé favoriser l'approvisionnement en eau. À l'aide d'infrastructures et de matériaux adaptés, certains agriculteurs ont désormais la possibilité d'assurer la bonne gestion de leurs récoltes. Ce projet nous aide avec les machines d'irrigation et les pompes de réservoirs d'eau. Il y a aussi des clôtures et des tuyaux plus grands. Cela nous a aidés pour nos récoltes et nous en sommes reconnaissants. Outre l'absence de précipitations, les problèmes liés au changement climatique ont augmenté la diversification des cultures en Mauritanie, pays dont les revenus dépendent en grande partie de l'agriculture. Dans ce contexte, la durabilité des projets humanitaires s'avère nécessaire pour faire face à la sécheresse. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.